Il y a plus de 300 nouveaux cas de lèpre chaque année au Burkina Faso et le drame, c'est que cette maladie touche les enfants qu'elle mutile et pourtant le traitement de la lèpre existe et de surcroît il est gratuit. Il faut donc que chacun soit attentif aux premiers signes de la maladie pour permettre une rapide prise en charge. Désormais, face à l'excision, c'est la tolérance zéro au Burkina Faso. Cette exciseuse de Liptougou l'a appris à ses dépens. Elle séjourne en ce moment en prison pour avoir excisé 30 fillettes. Voici pour les titres. Bienvenue à tous et merci de suivre la synthèse de l'actualité sur la télévision du Burkina. Ce 28 avril, le Burkina Faso a célébré la journée mondiale des lépreux. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la lèpre continue de faire des victimes au pays des hommes intègres. Et de l'avis des professionnels, c'est une maladie qu'on peut éviter facilement à condition d'être attentif aux premiers signes de cette maladie de la peau. Retour sur cette célébration qui a eu lieu à Sakoula au Burkina Faso dans l'arrondissement numéro 9 de Ouagadougou avec Yolande Lompo. Tout comme Rasmane Comporé, ces lépreux célèbrent leur 60e journée internationale à Sakoula dans l'arrondissement numéro 9 de Ouagadougou. Et avec l'aide de l'association burkinabé Raoul Folero, le centre d'accueil des anciens malades de la lèpre vient de voir le jour. Bâti sur une superficie de 8 hectares, il comprend des fourrages, un site réservé à l'élevage et à la maraîchiculture et un bâtiment qui devra leur permettre de mener à bien leurs activités. Nos préoccupations se résument au manque d'eau. Aussi, nous demandons au ministère de nous affecter un infirmier pour que nous ayons des soins réguliers. L'ancien est à la retraite. Nous demandons également un moulin pour notre association. Appelée maladie des pauvres, c'est une maladie infectieuse qui n'a pas encore fini de faire parler d'elle au Burkina Faso. En 2012, près de 313 nouveaux cas ont été recensés, dont 6 enfants de moins de 15 ans. Dans tous ces nouveaux cas, il y a toujours la forme contagieuse entre 50 et 60%. Et qui connaît l'évolution très lente de la lèpre et que certains se retrouvent avec déjà des infirmités, ça veut dire qu'ils sont entrés en contact avec le bacille il y a au minimum 15 ans. Le médicament existe, il est efficace, il est gratuit durant tout le traitement. Et le traitement dure actuellement 6 mois quand c'est la forme non contagieuse et 12 mois quand c'est la forme grave contagieuse. Cette commémoration aura servi de cadre à l'association burkinabé Raoul Folero pour offrir des couvertures, du savon et des effets d'habillement aux malades. Aussi, grâce à l'appui de la SONAGES et de l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES, près de 3,5 tonnes de riz leur seront distribuées gracieusement. L'on apprend à lutter contre la lèpre à l'école et ce ne sont pas les élèves et anciens élèves de l'école Mission de Koupela qui diront le contraire. En 112 ans, l'école a vu passer des milliers d'écoliers qui ont appris à lire et à écrire. La première école du Burkina a célébré son anniversaire en présence d'anciens élèves et enseignants. Retour sur la cérémonie avec Aboubakar Sagnon. Elle est la pionnière de toutes les écoles du Burkina Faso, le point de départ de l'histoire de l'alphabétisation et de l'éducation scolaire et catholique du pays. Portée sur les fonds baptismaux en 1900 par les Pères Blancs, l'école Mission de Koupela célèbre ses 112 ans d'existence. Les huttes et les classes en banco ont certes disparu au profit des bâtiments en dur, mais la vocation reste la même, développer l'homme et tout l'homme en lui donnant une éducation intellectuelle, morale et spirituelle. Anciens élèves et enseignants ont accouru de tous les horizons pour être témoins de cet événement. Un événement voulu pour faire le bilan des actions menées par l'Église catholique au profit de l'éducation
et d'envisager les perspectives pour l'avenir. Mais il n'y avait jamais eu aucune manifestation au cours de cette école et en même temps pas de manifestation autour de l'enseignement catholique en général. Donc c'était le devoir de mémoire de pouvoir faire quelque chose pour que la génération future puisse avoir, en tout cas pour mémoire, qu'ils ont dans la ville de Kupela la première école. L'Église pense qu'elle a le devoir de s'engager pour apporter sa contribution pour la construction d'un monde de dialogue et de paix. La commémoration de ces jubilés a aussi été l'occasion de se souvenir des promoteurs et de promouvoir la solidarité entre les nouvelles et les anciennes générations. Ce qui m'a frappé le plus quand j'étais dans cette école, c'est cette histoire d'uniforme. Nous venions à l'école vraiment très peu vêtus pour être plus concret. On venait juste en benda. Vous savez, le benda triangulaire qu'on portait à l'époque. Presque nous tous, nous portions ça. Et ce n'est que le dimanche qu'on avait droit à une chemise et à une culotte. Les sœurs blanches m'ont laissé une très grande impression de gens qui aimaient leur métier et qui aimaient les enfants. Pour le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui a fait un don de fourniture d'une valeur de plus de 400 000 francs CFA, ce jubilé est une occasion de reconnaître les efforts de l'Église catholique dans la lutte contre l'analphabétisme. Il y a une convention de près d'1 milliard de francs CFA que le gouvernement met à disposition de la mission catholique aujourd'hui pour les accompagner justement à cette éducation de qualité. Mais nous sommes dans la perspective aussi de revisiter cette convention et d'aller encore plus loin. La congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception, la Société des missionnaires d'Afrique, l'école Kupela A et 2 anciens enseignants de l'école Mission de Kupela ont été faits chevaliers de l'Ordre du Mérite burkinabé. Pour marquer d'une pierre blanche cet anniversaire, un monument a été érigé dans la cour de l'école. Il symbolise un jeune portant l'emblème de l'école composé de 2 palmes académiques, d'un livre, d'un bic, le tout surmonté d'une colombe, symbole du Saint-Esprit. De Kupela, nous nous rendons à Liptougou, dans la province de la Nyanya, où la gendarmerie a mis fin aux activités d'une ex-ciseuse. Cette dame qui sévissait dans toute la commune rurale a mutilé ces derniers temps 30 fillettes. Elle a été dénoncée par un appel anonyme. Frédéric Etienne Bassenga. Liptougou, commune rurale située à 75 km de Bogandé. La petite Bibata est traumatisée par ce qui lui est arrivé. Elle vient d'être excisée il y a à peine quelques jours. Bibata n'est pas la seule. Ce sont au total 30 fillettes qui ont été mutilées, mais la gendarmerie n'a pu identifier que 21. Ah, c'est trop. C'est par manque de sensibilisation. Puisque d'autres ne savent même pas que c'est interdit. Voilà, il y a d'autres qui écoutent à la radio, mais pour d'autres, ce n'est pas un problème. L'auteur de ces actes, une dame âgée de 58 ans du nom de Assetou Lido. Elle a été dénoncée par un appel anonyme au numéro vert du Comité national de lutte contre l'excision. Le 2 avril 2013, un ressortissant du département désirant garder l'anonymat a dénoncé des cas d'excision dans la circonscription. Au reçu de cette information, une enquête est ouverte. Le 13 avril 2013, soit quelques jours après, 10 jours après, la nommée Lido Assatou, ménagère de Mena à Lombori dans le département de Massila, province du Yaga, est interpellée. Sans détour, elle reconnaît les faits. 2 couteaux d'excision sont trouvés en sa possession. Ces pratiques sont monnaie courante dans cette province difficile d'accès. Et pour le haut-commissaire de la Nyanya, le cas de ces fillettes excisées est une invite à plus d'efforts dans la sensibilisation au niveau provincial. C'est comme si un peu les excisés nous ont lancé un défi. C'est dire que nous allons redoubler d'efforts dans la sensibilisation. Nous allons certainement redoubler d'efforts pour aller un peu dans les contrées et faire comprendre effectivement ce que c'est que l'excision, ce que sont ces retombées néfastes. Ces excisions à Liptougou interpellent une fois de plus que la lutte contre les mutilations génitales est loin d'être gagnée.
Plus interpellé encore, le Comité national de lutte contre l'excision qui doit trouver d'autres formes de sensibilisation adaptées à cette province où les populations n'ont pas toujours accès à la radio, encore moins la télévision. La gendarmerie, dont les hommes sont toujours sur la brèche pour défendre la sécurité des populations, a reçu une distinction. C'est en fait un certificat de reconnaissance que lui a remis l'équipe de Planet School Oumou Sissé, Sylvestre. Un certificat de reconnaissance pour le chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Les nombreuses opérations menées avec réussite par les Pandores dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, les trafics de tout genre et le terrorisme ne sont pas passés inaperçus. Ce certificat décerné par Planet Schools Burkina vient comme un trophée de guerre pour couronner les efforts déployés pour la sécurité et la paix sociale. Planet School aujourd'hui, avec les autres organes de presse, passent leur temps à accompagner la gendarmerie en matière de communication. Et sur le terrain, on voit de façon concrète que la gendarmerie contribue activement à assainir vraiment certains milieux en matière de sécurité des biens, de sécurité physique des Burkinabés. Donc c'est une occasion pour nous vraiment de reconnaître ses mérites et de demander à la gendarmerie d'être toujours efficace sur le terrain, d'accompagner le monde scolaire. Je dirais que je suis très honoré et très heureux de recevoir donc, ce certificat de reconnaissance qui m'a été délivré par Planet School Burkina pour les efforts qui sont faits au quotidien par le personnel de la gendarmerie. Planet Schools Burkina est un journal scolaire et estudiantin créé par les élèves et étudiants en 2007. Il a pour objectif d'informer, de conscientiser et de promouvoir l'excellence au sein de la jeunesse burkinabé. En 2011, Planet Schools Burkina a été fait chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Avec le nouveau découpage, la ville de Bobo-Dioulasso est passée de 3 à 7 arrondissements. Ces nouvelles entités héritent des différents problèmes de lotissement de leurs prédécesseurs. Mais la nouvelle équipe municipale veut éviter les conflits qui résultent généralement de ces opérations. Ses membres ont eu une séance de travail avec le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Rokia Sanou. Le lotissement n'est pas l'activité principale des élus locaux. Leur rôle, c'est de contribuer à booster le développement à travers la construction de belles villes. C'est en substance le message qui se dégage de cette rencontre. Et l'atteinte de cet objectif passe nécessairement par l'adoption d'une démarche participative et scientifique afin d'éviter les conflits autour de la question du lotissement. Il faut d'abord un certain nombre de travaux préliminaires, de différentes études qui vont donc de recensement en utilisant soit des photos aériennes ou des photos satellitaires, et puis déclarer la zone comme étant une zone d'utilité publique appelée à recevoir un lotissement, arrêter les travaux pendant cette phase jusqu'à l'approbation des plans, les implanter, assurer la viabilisation avant de pouvoir donc procéder à l'attribution des parcelles conformément donc aux prescriptions de la RAF. Pour leur faciliter la tâche, 2 documents dont le Code de l'urbanisme et de la construction et le Guide des outils d'aménagement urbain et des procédures de lotissement ou de restructuration ont été remis aux différents maires de Bobo-Dioulasso. La commune de Bobo, qui avait 3 arrondissements, est passée à 7 arrondissements. Ça veut dire qu'on peut considérer que c'est une nouvelle équipe. Donc ce sont des informations utiles que le ministre nous a apportées et afin de permettre aux uns et aux autres en tout cas d'aborder leur mandat dans de bonnes conditions. Le ministre Yacouba Bari a saisi cette occasion pour féliciter ses élus qui sont à l'entame de leur mandat. Il leur a assuré l'accompagnement de son département et les a informés de la tenue prochaine des États généraux sur le lotissement au Burkina Faso. Parlons à présent agriculture et là, nous vous invitons à suivre la visite du secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture aux artisans du centre-ouest. Ils doivent fabriquer des charrues pour les producteurs de leur région, cela dans le cadre du programme que le chef de l'État a lancé pour le renforcement de la mécanisation agricole. Les travaux avancent et les artisans promettent d'être dans les délais. Frédéric Etienne Bassenga. Dans son atelier, M. Gamsoré est au travail. Lui et ses collègues doivent livrer d'ici à la fin de ce mois
plus de 400 charrues et autant de charrettes. C'est une commande du programme de renforcement de la mécanisation agricole lancé par le chef de l'État. Ce matin, ils reçoivent la visite du secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire et du gouverneur de la région du Centre-Ouest, venu s'assurer que le matériel sera livré à temps. L'atelier sera dans les délais, foi du président de la Chambre des métiers du Centre-Ouest. Chez nous, il n'y a pas d'inquiétude. Le ministre n'a qu'à dormir tranquille parce que le marché sera fait, ça sera exécuté. Nous avons pris l'engagement avec la Chambre des métiers nationale pour que ce marché-là puisse livrer à temps et au délai. Comme cet atelier, des centaines d'artisans de la Chambre des métiers sont à pied d'œuvre à travers le pays pour fabriquer 32 000 unités pour la saison qui s'annonce. Le gouverneur de la région du Centre-Ouest s'est réjoui de la déconcentration de cette commande à tous les artisans du pays. Cette commande ne devrait pas être une fin en soi pour les artisans, mais plutôt une occasion pour tisser des relations solides avec le monde des producteurs, a souligné le secrétaire général après sa visite. L'action de l'État n'est pas éternelle. Il faut que par eux-mêmes, ils comprennent que leurs clients, ce sont les agriculteurs. Ils doivent voir dans quelle mesure, ensemble, nous allons réfléchir sur comment nous mettons nos efforts ensemble pour que ce que le gouvernement arrive à dégager comme ressources pour investir dans la mécanisation agricole, que eux, artisans, puissent effectivement en tirer profit pour développer des mécanismes qui permettent à des agriculteurs aussi de directement commander avec eux. Le président de la Chambre des métiers du Centre-Ouest a réitéré aux visiteurs du jour l'engagement de sa structure à travailler avec les artisans, à mériter la confiance placée en eux dans ce programme. Restons dans le domaine de l'agriculture, mais là nous sommes avec les producteurs de niébé des provinces de l'Oubri-Tenga et du Zondoma. Leur préoccupation, c'est comment conserver le niébé pour mieux le vendre. Ils ont échangé sur la question avec des spécialistes du domaine et c'était à l'occasion de la première édition des journées promotionnelles du niébé. Le reportage est toujours signé Frédéric Etienne Bassenga. Les producteurs agricoles du Zondoma et de l'Oubri-Tenga ensemble pour partager leurs expériences en matière de culture de niébé. Une spéculation très nourrissante et économiquement rentable cultivée dans ces deux provinces. Mais le niébé a aussi ses exigences qui font de lui une spéculation très aléatoire. Le niébé est en effet précoce et difficile à conserver. Ce forum a donc permis aux producteurs de découvrir toutes les techniques de production en vigueur dans les deux provinces. Qu'est-ce que l'autre fait et que moi je ne fais pas et que c'est mieux que ce que moi je fais. C'est ça les échanges d'expérience. En plus de cela, il y a le volet commercialisation. Vous voyez que par rapport au niébé, c'est la conservation qui est très difficile et une fois la récolte, on a tendance vraiment à tout vendre pour ne pas après tout perdre. Donc si les producteurs arrivent à s'entraider, ils pourront conserver pendant 8 mois et plus leur niébé à une période où le niébé est très cher. À cette occasion, les producteurs ont fait appel à des spécialistes des questions agricoles pour les éclairer sur de nouvelles techniques et les débouchés de cette spéculation. Et qui d'autre qu'un ancien ministre de l'Agriculture pour en parler? Laurent Sédego a partagé avec eux son expérience de la filière niébé et surtout des partenaires techniques et financiers intéressés par cette spéculation. Dans l'année 2010, nous avons produit pas moins de 630 à 650 000 tonnes de niébé. Alors, au prix du marché, c'est quand même quelque chose. Et vous savez, une grande partie de cette production est également écoulée dans les pays voisins. Donc, vraiment, c'est une plante qui a beaucoup d'avantages. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux que non seulement le ministère de l'Agriculture, mais aussi les producteurs mettent cette production au centre de leurs préoccupations. À l'issue de ce forum, les producteurs ont fait des recommandations au ministre en charge de l'agriculture. Les producteurs du niébé des deux provinces souhaitent entre autres le renforcement de la brigade phytosanitaire et la mise à disposition de terres suffisantes aux femmes afin qu'elles puissent s'adonner à la production du niébé. Autre chose à présent. Quand vous circulez sur les routes du Burkina, il vous arrive de voir des accidents inexplicables. C'était le cas ce 27 avril. Un camion de transport de marchandises s'est retrouvé couché sur la route avec les deux roues du milieu en moins. Fort heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais 2 blessés légers. C'est Sylvestre Da.
2 pneus arrière qui s'arrachent, suivis d'une lourde chute et fin de course pour ces camions ici à 5 km de Sapui en venant de Léo sur la route nationale numéro 6. Ils revenaient du marché de Léo chargés de tubercules, de céréales, des fruits et aussi des passagers et se rendaient à Ouagadougou dans la nuit du 26 au 27 avril. Les 2 roues du milieu qui sont enlevées, puis bon, on n'a pas pu arrêter. Bon. Ça s'est passé comme ça et puis ça a tombé. On a eu 2 blessés légèrement. On remercie Dieu. Bon, comme il n'y a pas trop eu de blessés ni de morts aussi. Bon, en tout cas, on remercie Dieu parce qu'on a eu la chance. Et le véhicule était en bon état. Bon, c'est un accident seulement qui est arrivé. Pourtant, à vue d'œil, le camion est dans un état de délabrement total depuis la ferraille jusqu'au pneu. On a du mal à croire qu'il puisse transporter cette quantité de marchandises plus des personnes. Un véritable danger ambulant pour les usagers de la circulation. Quelles auraient été les conséquences d'un tel accident en pleine agglomération et surtout dans une artère d'une ville comme Ouagadougou? Et dire qu'ils sont nombreux, les camions dans un état similaire à sillonner à longueur de journée les routes au Burkina Faso. Il faut beaucoup de prudence et des actions vigoureuses. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. Excellente suite de programmes sur la RTB. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.